Castro. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris dessus, il a réussi son dribble. Falcao, ouais, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Diagonale pour un nouveau débrief, le débrief de cette 13e journée de Ligue 1 et le chiffre 13 qui a porté malheur à l'AS Monaco qui se déplaçait à Lille et qui repart sur une défaite 2-1. Pour m'accompagner aujourd'hui, il y aura un seul homme, c'est Patrice. Salut Patrice. Salut Boris et salut à tout le monde. Ouais, seul courageux, cet horaire de 13h qui était la première, je pense, pour l'AS Monaco cette saison et qui a découragé pas mal de monde, même dans nos rangs. Donc voilà, on sera que d'aujourd'hui. C'est aussi pour ça qu'on revient un petit peu à l'ancien format sans les webcams, on va dire, sans toute la nouvelle charte graphique, parce que voilà, on n'avait pas forcément eu le temps de mettre ça à jour et d'avoir tous les bons outils pour le faire. Donc voilà, l'essentiel, je pense, c'est qu'on puisse partager, discuter du match, partager les analyses. Donc voilà, on a essayé au moins de vous fournir ça. Patrice, voilà, Monaco, malheureusement, une belle série qui se termine aujourd'hui avant qu'on rentre dans le détail du match. Ouais, on était sur une belle série de 4 victoires consécutives, ce qui est assez rare. Aller chercher une 5e ou rester invaincu pendant 5 matchs, ça aurait été très très beau. Ça a rarement été fait ces dernières années, donc ça aurait été bien, surtout contre un concurrent direct, mais malheureusement ça n'a pas été le cas et on y a rarement cru dans ce match en plus. Et ouais, c'est vrai que c'était un gros match pour Monaco, un match pour se tester. Voilà, du coup, je te propose qu'on passe directement aux 3 points, on perd pas plus de temps. Quels sont tes 3 points sur ce match ? Mon premier point sera forcément les 3 points qu'on ne prend pas contre un concurrent direct, ces 3 points qu'on ne prend pas dans la course à l'Europe, malheureusement, ou même prendre un point aurait été pas mal. Du coup, on laisse des plumes dans la bataille contre encore un concurrent. Ça avait déjà été le cas à Lyon. On avait quand même réussi contre Paris, c'était bien. Maintenant, il va pas falloir faire trop de pas contre Marseille, que ça va commencer à nous coûter cher tous ces points-là, parce que d'une, on prend du retard, mais en plus, on en donne à nos adversaires. Donc voilà, ça, c'est mon premier point. Mon deuxième, c'est que dans le jeu, on a finalement été rarement dangereux, hormis le but à la fin qui vient un peu en trop, on va dire, parce qu'on a vraiment très très peu d'action dans ce match. Je trouve qu'on n'est pas assez dangereux et quand on joue contre des grosses équipes comme ça, on devrait l'être justement, on ne devrait pas être complètement apathique et endormi. Mon dernier point, ce sera le choix de Kovac, qui est un peu bizarre de faire sortir encore Ben Yedder. Je peux le comprendre, parce qu'avec le Covid, apparemment ça touche beaucoup sur le physique des joueurs et il ne doit peut-être pas avoir 90 minutes possible. Par contre, le choix de faire sortir Enrique pour mettre Ballo-Touré, j'avoue, je ne le comprends toujours pas. Ça marche, et du coup, moi, je vais donner mes 3 points aussi. T'en parlais au tout début, fin de série pour Monaco. Ça faisait 4 matchs de suite avec les victoires. Ça s'arrête là, et puis un petit retour sur terre. Du coup, moi, je demandais la semaine dernière, voire j'affirmais que Monaco était l'équipe en forme, la meilleure équipe actuellement du championnat. Et voilà, du retour sur terre aujourd'hui. Monaco n'est peut-être pas la meilleure équipe du championnat. En tout cas, elle ne l'a pas montré aujourd'hui. Le deuxième point, tu en as un petit peu parlé aussi, c'est 0 occasion. Alors j'ai écrit ça juste avant la fin du match. Il s'avère qu'on a fini par en avoir une, mais 0 occasion pendant 89 minutes et je ne sais pas exactement quelle seconde a marqué Pellegrini. Mais voilà, Monaco qui était plutôt bien dans le match, j'ai trouvé qu'il était dans le match en tout cas, mais qui n'arrivait pas du tout à mettre en danger Mike Maignan, et ça c'est quand même problématique. Et dernier point, je vais quand même tempérer un petit peu, j'ai appelé ça pas d'affolement. J'ai vu beaucoup de retours négatifs sur Twitter cet après-midi. C'est évidemment une déception, c'est évidemment pas un très bon match de l'AS Monaco. Maintenant, pour moi, il n'y a
pas à s'inquiéter outre mesure. On est toujours placé dans cette saison. On n'était pas complètement hors sujet cet après-midi pendant une bonne partie du match. Voilà, on n'est pas devenu non plus le Bayern Munich en 3 semaines. Hein. On va continuer à perdre des points et à perdre des matchs dans la saison. Lille est un bon adversaire. Il faut voir maintenant la réaction et on fera un bilan, notamment après le match à Marseille. Évident que si on perd 2 fois de cette façon, on pourra s'inquiéter un petit peu et peut-être revoir les ambitions à la baisse, mais pour l'instant, pour moi, ça remet pas en cause non plus un début de saison qui est quand même globalement positif. Donc voilà, un petit peu ça m'étonne moi-même d'être celui qui tempère les critiques, parce que j'ai souvent été plutôt de l'autre côté de la barrière, mais là j'ai trouvé qu'on en faisait beaucoup. Sur Monaco qui perdait encore face à un gros qui était complètement hors sujet. Donc voilà, un petit peu il faut savoir un peu raison garder, il faut savoir d'où on vient aussi. Je trouve qu'on est encore pas trop mal dans cette saison, et puis voilà, c'est une étape dans la vie de cette équipe qui est encore relativement jeune, en tout cas dans sa collaboration et sa cohabitation. Patrice, on va passer un petit peu à la composition d'équipe et vraiment ce qu'on pourrait dire équipe type aujourd'hui, pas de surprise. Il y a quand même un 11 là qui est bien installé côté Kovac. Ouais, et équipe type disponible, comme je préfère l'appeler, parce que du coup c'est pas forcément le 11 type qu'on pourrait avoir si on avait un peu de tout le monde. Bien sûr il y a le compte, mais aussi le donc voilà. Mais sinon, oui, sur les joueurs qui étaient à disposition, qui étaient dans le groupe, c'était clairement l'équipe qu'on attendait tous. On se posait quand même la question s'il n'y aurait pas une petite surprise avec une défense à 3 pour défendre, ou peut-être mettre Ballo Touré du coup directement titulaire si on ne souhaitait pas avoir 2 latéraux très très offensifs. Mais on y croyait très très peu. On pensait vraiment voir ces 11 joueurs-là dès le début du match, et ça a été le cas. Donc voilà, aucune surprise de ce côté-ci du terrain. Ouais, tu as dit ça, comme j'ai même oublié que le compte n'était pas là, mais disons que sur les joueurs de champ, c'est vraiment l'équipe type. Je dirais qu'il y a un 12e homme qui est Fabregas, qui parfois vient un petit peu, comme c'était le cas la semaine dernière, dans le 11, qui est un peu le premier remplaçant. Et puis il y aura la question Golovin quand il reviendra. Mais voilà, je pense qu'il redémarrera du banc, vu qu'il relève quand même d'une blessure suffisamment longue, que l'équipe tourne pas trop mal. Et puis après, ça sera à lui de saisir les opportunités quand il les aura, de voir s'il peut challenger pour une place dans l'axe ou une place à gauche. Mais vraiment, on a un 11 qui a l'air quand même assez clair dans la tête de Niko Kovac, ce qui est plutôt une bonne chose, je trouve. Je sais pas si toi, tu aimerais plus de concurrence, ou si tu penses que... Non, au contraire. De toute façon, ce 11-là n'a pas été celui qui avait joué les derniers matchs. Parce qu'il y a eu des rotations dues aux suspensions, mais il y a eu aussi des choix de la part de Kovac de faire certains changements. On a vu que si un joueur n'était pas disponible à 100%, il n'était pas forcément titulaire. C'était le cas pour Enrique quand il est revenu du Brésil, pour Ben Yedder suite du coup au Covid. Et je pense que ce sera aussi le cas pour Golovin. S'il n'est pas à 100%, il ne va pas être titulaire. Il commencera sur le banc et à faire des petites entrées en jeu. Donc moi je suis pour, en tout cas sur le 11 qui est mis en place à l'heure actuelle, je suis pour qu'il y ait des automatismes qui se créent entre les joueurs, qu'il n'y ait pas trop de changements, voilà, juste des petites retouches comme il a pu le faire avec Fabregas pour le match précédent. Donc non, je trouve que le 11 qui est là en plus est très bien sur le terrain. En tout cas, ça répond bien à tout ce qu'on peut souhaiter d'une équipe pour arriver à jouer bien défensivement, être compact au milieu de terrain et avoir beaucoup d'apports offensifs. Donc non, le 11 en tout cas me plaît. Ouais, et tu parlais d'être compact. J'ai trouvé que c'était un peu le résumé de cette première mi-temps, des deux côtés finalement. C'est une première mi-temps où il n'y a quasiment pas une occasion. J'ai noté moi une frappe lilloise de Bamba en fin de mi-temps sortie par Manonnet, qui n'est pas non plus une énorme opportunité, mais c'était un match sans occasion ou très peu, mais j'ai pas trouvé non plus que c'était un mauvais match. C'était un match assez, je dirais pas intense, ça manquait peut-être un peu de rythme, sûrement l'horaire qui n'aide pas non plus, mais on voyait deux équipes bien en place, deux équipes concentrées, deux équipes qui savaient pourquoi elles étaient venues là, et des équipes qui, je dirais, commettaient pas d'erreur non plus. Ouais, je pense que l'accent a été mis sur le fait que c'est deux équipes qui jouent très très bien les contre-attaques, qui s'est joué très rapidement, et donc du coup les deux blocs se voulaient être sur leur garde, jouer assez bas le bloc et ne pas se faire surprendre, et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé du coup avec deux équipes qui se sont un peu regardées, qui ne se sont pas trop livrées, et en plus les deux équipes jouent un pressing très très fort, donc du coup c'est vrai que dès qu'un joueur avait le ballon il était très vite pressé,
Donc le jeu, c'est vraiment jouer sur le milieu de terrain et rarement aller jusqu'au cage. Comme tu le dis, moi aussi j'ai pris des petites notes sur le match, j'en ai noté que 2. La frappe dont tu parles, et juste un peu avant, il y a une frappe de Ben Yedder dans un angle complètement fermé que Mike Maignan arrête assez facilement, mais c'est vraiment pour dire qu'il fallait noter quelque chose sur cette mi-temps, parce qu'il y a eu très très peu de choses faites, très peu de frappes en tout cas, très peu d'actions, et le 0-0 est clairement logique à la mi-temps. Ouais, c'est ça, c'est que c'est un 0-0 sans occasion ou presque, mais pas tellement par manque de qualité technique. J'ai trouvé que c'est pas le mauvais 0-0 qu'on a l'habitude en Ligue 1, mais c'est vraiment le 0-0 parce que les deux équipes s'annulent, se neutralisent, quoi. Il y avait un petit côté échec où ça jouait très très serré et où tu avais l'impression que chaque coach avait bien préparé son truc, voulait d'abord ne pas perdre, ne pas prendre de risques, ne pas s'exposer inutilement. Et il manquait après, du coup, peut-être la petite touche de créativité des deux côtés pour faire la différence dans ces conditions-là, quoi. Ou la petite erreur défensive. Ou la petite erreur, ouais, c'est vrai que... Celle que moi j'avais un peu annoncée avant le match en disant on a toujours des moments où on a un manque de concentration et on va faire des erreurs et on va donner à l'adversaire la possibilité de nous prendre, de nous mettre un but et de prendre l'avantage. Et c'est ce qui se passe très régulièrement et ce match, c'est encore un peu le cas sur la deuxième mi-temps. Ouais, c'est vrai que c'est le match qu'on sentait pas forcément basculer sur une domination d'une équipe ou de l'autre, effectivement, mais plutôt sur... C'est un peu un cliché du foot de dire ça bascule sur un détail, mais aujourd'hui, c'est un peu la chose à laquelle on pouvait s'attendre. Une erreur, une faute d'inattention, un coup du sort, c'était un peu les choses qui allaient basculer, et puis on va voir que c'est là-dessus que Monaco va un petit peu perdre le match, finalement, parce que du coup, voilà, on revient, on arrive à la mi-temps à 0-0, score on ne peut plus logique. Je pense pas qu'il y ait grand-chose à ajouter là-dessus. J'étais pas déçu outre mesure, dans le sens où je trouvais qu'on était bien dans le match, on se faisait pas marcher dessus, on n'a pas eu forcément de trou d'air sur cette mi-temps. On joue quand même à Lille, qui est une bonne équipe. Après, je sais pas si on pouvait s'attendre à plus du fait que eux ils ont joué en Coupe d'Europe, que c'est toujours un petit peu plus difficile après ces matchs-là. Est-ce que toi tu t'attendais à un Monaco peut-être qui rentre un peu plus dedans, qui essaye de prendre plus le jeu à son compte, ou est-ce que cette approche un peu plus prudente t'allait? Non, je me doutais que le match allait continuer sur le même rythme et que du coup, là où on pouvait nous gagner un peu des points à continuer à jouer là-dessus, c'est que physiquement, ils allaient avoir plus de mal sur la fin de match et du coup, on allait pouvoir prendre l'ascendant. Par contre, ce qui était sûr, c'est que si une des deux équipes marquait un but, les systèmes qui étaient mis en place allaient complètement exploser, on n'allait plus du tout se retrouver dans le même schéma de jeu, ouais. Ça allait être beaucoup plus ouvert le jeu. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu, du moment que David a mis son but, le jeu s'est complètement ouvert et nous on a commencé à avoir des occasions et en contre aussi Lille a eu ses occasions, donc le jeu était complètement différent. Mais pour moi ça paraissait logique de continuer à jouer avec un bloc bas et à être attentif pour essayer de jouer les coups un peu en contre-attaque, parce que Lille avait une légère possession. Donc non, je m'attendais à ce qu'on joue là-dessus pour aller après les chercher au physique sur la fin de match. Et du coup, on va y venir au but, t'en parlais. Juste avant, il y a quand même un assez bon coup franc, j'ai trouvé, de Bourac pour Lille, qui est pas mal sorti par Manonnet. C'est pas non plus la parade de l'année, mais le coup franc assez lointain, il fallait quand même aller le chercher. Il allait se loger dans la lucarne. Et puis dans la foulée, on est à la 53e minute. On parlait tout à l'heure un peu de la créativité et faute d'inattention. Je trouve qu'il y a un peu les deux finalement sur cette action, parce qu'il y a quand même une belle différence qui est faite par un Jonathan Iconé, qui mystifie un petit peu Caio Henrique sur cette action, et puis qui sert Jonathan David. Et là, il y a aussi une faute d'inattention quand même de Badiachil qui couvre assez largement par rapport à ses autres coéquipiers, qui couvre assez largement l'attaquant canadien. Et puis, voilà, ce dernier, il n'a plus qu'à ajuster Vito Manonnet de relativement près. C'est un joueur qui s'est débloqué, c'était le week-end dernier, je crois, David, après un début de saison compliqué. Il y a très peu de temps. Ouais. Et là, c'est pas forcément le but le plus compliqué qu'il a eu à mettre dans sa carrière. Sur la frappe, non, mais sur l'action, je trouve qu'il est très intelligent parce qu'il se décale vite. Et là où il y a un amas de joueurs monégasques, où ils sont 4 ou 5 à être sur Koné, à être dans un bloc serré, et avec en plus Badiachil qui couvre un peu le hors-jeu. Jonathan David se décale complètement sur le côté et se retrouve vraiment seul, et du coup quand Iconé arrive à lui faire la passe, il a tout le temps qu'il veut pour faire sa frappe et placer correctement. Donc pour moi il y a deux erreurs. La première, c'est sûr que c'est Badiachil parce qu'il s'aligne pas avec la défense et qu'il laisse de l'espace, et après c'est le fait d'être trop regroupé autour d'un seul joueur, de ne pas être assez écarté.
J'ai pas pu voir malheureusement un ralenti un peu plus long pour voir pourquoi Enrique était de ce côté-là du terrain, était sur Ikoné, était pas de son côté, il couvrait pas justement le côté gauche de Badiachil. Mais ouais, pour moi là, il y a une erreur vraiment de position de l'équipe qui s'est un peu trop centrée sur le terrain et trop laissé le jeu écarté pour un David qui est bien seul. Ouais, et petit clin d'œil à notre Fantasy Mercato, puisque je crois qu'on était les deux à avoir mis à l'époque Jonathan David, qu'on aurait bien aimé avoir l'AS Monaco. J'ai David, c'est Bamba l'année d'avant, peut-être il y a 2 ans que j'avais souhaité aussi, et les 2 joueurs ont été recrutés par Lille. Ouais, Lille, qui était déjà très avancé à l'époque sur Jonathan David, on venait un petit peu tard avec cette piste-là, mais toujours est-il qu'il a eu des débuts très difficiles quand même. Mais voilà, là il est peut-être lancé, malheureusement pour nous, j'ai envie de dire, parce que Lille, qui était déjà une bonne équipe, si en plus lui se met à tourner, ça peut devenir une très belle machine. Et du coup le match, tu l'as dit, le match qui bascule vraiment, on rentre dans un deuxième match à ce moment-là, qui n'a plus rien à voir avec le premier. J'étais curieux de voir la réaction de Monaco. J'ai vanté, notamment il y avait le match contre Paris, un Monaco qui avait bien réagi, qui était pas mort, qui n'était pas enterré en étant mené. Là, Monaco, pourtant, moi je les ai trouvés en grande difficulté après ce but. Grande difficulté, c'est peut-être un grand mot, mais encore plus en difficulté qu'elle l'avait été avant. J'ai trouvé ça sentait assez rapidement plutôt le 2-0 que l'égalisation. Oui, parce qu'après, très rapidement, on a repris la possession du ballon pour aller du coup essayer de rapidement marquer. Et du coup, on a pris plus de risques dans le jeu. On s'est plus s'écarter, monter un peu plus haut le bloc. Et du coup, on s'est très vite retrouvé à se prendre des contre-attaques de la part des Lillois. Et du coup, leur laisser l'opportunité de vite aggraver la marque. Heureusement, elle ne s'est pas intervenue tout de suite. Mais c'est vrai que sur cette période-là, sur l'entre-deux buts, on s'est fait peur quand même. Sachant qu'en plus on a Kovac qui répond tout de suite au but par un double changement, parce que du coup il intervient 3 minutes après, et là où on pourrait s'attendre à du coup un changement tactique un peu offensif, du coup il fait sortir Ben Yedder pour faire rentrer Fabregas. Donc, du coup, même si on peut comprendre l'entrée de Fabregas à ce moment-là, ça fait quand même descendre un joueur qui est en pointe, à le faire descendre en 10 plutôt que d'avoir 2 attaquants. On se retrouve avec un seul attaquant, et il sort là aussi du coup Enrique pour mettre Ballo-Touré qui est moins offensif. Donc, est-ce qu'il y avait une volonté d'essayer de plus bloquer les contre-attaques adverses avec un joueur un peu moins offensif et du coup qui allait se retrouver moins haut sur le terrain? Je ne sais pas. J'ai trouvé ça assez étrange, ce double changement qui du coup est moins offensif alors qu'on cherchait justement à être plus offensif et à marquer. Je ne sais pas si Ballo-Touré est moins offensif ou si c'est juste qu'il est moins bon et du coup on le voit moins faire des différences offensives, parce que je trouve que c'est quand même un latéral assez offensif aussi de base dans son positionnement. Oui, ça reste quand même un joueur offensif, c'est sûr. C'est quand même un mauvais défenseur dans le geste défensif. Je trouve même moins bon que Caillot pour l'instant. Donc moi, un peu comme toi, j'ai pas du tout compris ce changement. J'ai pas particulièrement. Alors, je sais pas du tout si c'est une sanction entre guillemets pour Caillot, qui est pour une fois un petit peu fautif quand même sur le but lillois. Est-ce qu'il y avait un problème physique? Je l'ai pas vu, il m'a pas sauté aux yeux. Voilà, c'était pas le meilleur match de Caillot aujourd'hui, c'est sûr, mais de là aller changer ton arrière gauche, effectivement, surtout pour mettre Ballo-Touré, qui de toute façon n'a jamais fait grand chose. Peut-être qu'on va apprendre là après dans les prochaines heures il avait un petit pépin physique et que ça pourrait expliquer peut-être sa sortie, mais c'est vrai que quitte à faire un choix défensif, moi s'il fallait sortir Enrique, c'était plus pour mettre Matsima, faire une défense à 3 et laisser du coup Aguilar beaucoup plus haut sur le terrain et du coup défendre uniquement à 3 et être beaucoup plus offensif sur le terrain que faire le choix du coup c'est du poste pour poste et c'est moins bon en plus sur poste quoi. Donc c'était un peu surprenant. Donc, peut-être qu'il y a une raison physique ou de blessure sur Enrique quoi, mais ça paraît bizarre parce qu'il a joué 90 minutes le match d'avant. Il semblait pas forcément fatigué sur le match comme tu le dis, donc c'est vrai que le choix était assez surprenant en tout cas à ce moment-là du match. Ouais, à suivre, on va suivre un petit peu s'il y a des évolutions là-dessus, des déclarations. L'autre changement, tu en as parlé, alors je propose qu'on regarde un petit peu l'évaluation de Wissam Ben Yedder pour plus tard dans l'émission. Pour revenir sur le changement, la partie que je comprends, en tout cas, je comprends vraiment l'intérêt de faire rentrer un Fabregas à ce moment-là, parce que on l'a dit, le match est serré, Lille est très bien en place, et Fabregas, c'est sûrement le joueur qui peut faire le plus la différence par une passe. Et alors c'est d'autant plus facile à dire que c'est ce qui va finir par se passer.
Ça passe qui fera la différence en fin de match, un peu trop tard malheureusement, mais je comprends l'idée à ce moment-là de faire entrer ce joueur qui, avec toutes les limites qu'il peut avoir cette saison et en tout cas sur la fin de sa carrière, et montre aussi parfois par des coups de patte assez astucieux qui peut faire la différence dans des matchs un petit peu serrés, dans des situations un petit peu compliquées. Après, est-ce que c'était à la place de Ben Yedder ou d'un autre joueur qu'il fallait le faire rentrer, ça peut se débattre. Je pense que Ben Yedder, physiquement, c'était effectivement compliqué. Et voilà, donc un choix qui va pas être suffisant malheureusement parce que on est 7-8 minutes, 5-6 minutes même après ces changements-là. 2-0 pour Lille. Alors ça part c'est un coup franc pour Monaco avec toute la défense, la regarde qui monte, comme il est de rigueur sur ce genre de situation. Et Monaco qui, comme à sa bonne époque, va prendre un contre éclair dans les dents. Patrice, là on va se faire complètement perforer. Ça peut rappeler un petit peu le Lyon-Monaco, notamment il n'y a pas longtemps. Sur ce but-là, moi, ce que je comprends vraiment pas, le fait que nos défenseurs montent, je comprends tout à fait, que les deux centraux soient hauts pour aller jouer le coup franc. Ils ont mis quelques buts cette saison. Voilà, c'est deux très bons joueurs de tête, ils sont très grands, donc c'est normal. Qu'on laisse du coup nos deux latéraux plus bas pour faire la défense, d'accord, c'est eux qui prennent ce rôle-là, mais par contre, ils n'ont pas à être à 5-10 mètres de la ligne du milieu de terrain et laisser surtout des Lillois entre eux et le gardien. Ils doivent se mettre sur la ligne pour en cas de contre-attaque bloquée. Quand là le ballon est récupéré, tu regardes l'image, les deux Lillois, ils sont seuls en fait. Ils sont dans leur moitié de terrain, mais ils sont seuls parce que les deux latéraux sont plus écartés. Et donc ils ont tout le temps de pouvoir aller contre-attaquer tranquillement et pouvoir mettre le but. Et encore, j'ai bien cru qu'ils allaient rater la passe quand ils se font la passe entre deux. Mais pour moi, là, c'est vraiment inadmissible. C'est vraiment un défaut de placement de nos joueurs défensifs sur le coup franc pour au moins protéger d'une contre-attaque. Là, on a laissé la défense complètement ouverte pour aller se prendre un but. Ouais, faute de placement, je suis d'accord. Un Ballo Touré qui est pas heureux non plus, enfin qui est pas très avisé, on va dire. Ouais. Je l'accable pas complètement. La situation n'est pas évidente. Il est au duel, il la relance un peu dans l'axe, et après du coup il est complètement pris de vitesse parce que je sais plus si c'est Bamba ou je sais plus quel Lillois la remet en tout cas dans la course, mais en une touche la remet vraiment très bien. Et ensuite Bourak. Alors effectivement Bourak qui est peut-être pas le joueur le plus rapide. Ils sont rattrapés. Ouais, ils sont à deux doigts, mais bon, le duo turc là, Bourak qui va la donner à Yazici, et Yazici qui conclut quand même assez tranquillement et qui a juste manonné. Oui, il la place très très bien. Du coup, en plus, il prend un peu à contre-pied le gardien, donc rien à dire. Ouais, et là, je sais pas toi, mais autant on est revenu de 2-0 contre Paris, autant là j'avais quand même beaucoup de mal à y croire. Autant 1-0, croire à l'égalisation, pourquoi pas. Là, j'avoue que le 2-0, je me suis dit que ce match était mort et enterré pour la SM. Je me suis dit, si on met un but dans les 5 minutes qui suivent, il faut vraiment leur mettre la pression sur la fin de match, ça allait être compliqué, parce que plus le temps allait passer, plus ils allaient prendre de l'assurance et défendre, et ils l'avaient fait très bien depuis le début du match, donc ça paraît c'est compliqué de revenir au score, surtout qu'on était à la 65e quand il y a eu le but, donc il restait plus de temps que ça pour aller en mettre au moins 2 pour aller chercher un point. Donc pour moi, ça commençait déjà à être compliqué et il faut au moins aller vite mettre un premier but pour essayer de se rassurer et rester dans le match. Ouais, et Kovac qui va un petit peu tenter le tout pour le tout, avec cette fois les changements vraiment offensifs dont tu parlais tout à l'heure, puisqu'on va avoir Pellegrini et Jebels qui se suivent souvent cette saison. J'ai l'impression qu'ils rentrent souvent soit en même temps, soit 5 minutes l'un après l'autre, et qui vont remplacer Tchouaméni et Gelson. Donc là, vraiment des choix beaucoup plus offensifs, avec un Fabregas qui du coup va repasser au milieu aux côtés de Fofana. On ne change pas forcément le système, c'est toujours sur un 4-4-2. Mais on est revenu, ça a été passé en 4-2-3, oui, on est revenu en 4-4-2 du coup. Parce que Gelson, Goebbels, ça reste du poste pour poste. C'est juste après, du coup, Tchouaméni et Pellegrini que ça remet l'attaquant devant. Voilà, et du coup, je sais pas ce que tu en as pensé, mais il va quand même pas se passer énormément de choses jusqu'à la toute fin de match. Moi, j'ai presque eu plus peur d'un 3-0 que vraiment cru à un 2-1 pendant longtemps. Oui, on a eu du mal à être offensif, à se procurer des actions. On arrive à aller jusqu'à la surface, mais du coup, ça devient compliqué parce que les Lillois étaient regroupés en bloc et du coup, on avait du mal à ajuster la dernière passe pour la mettre dans les pieds de notre attaquant. Et des centres qui ont été beaucoup
fait beaucoup trop fort, beaucoup trop loin. Il y a eu une tête de Diop, que Diop n'a pas de la tête, qui aurait pu être intéressante. Voilà, il y a eu quelques petites situations, mais on n'a pas été dangereux parce que du coup, l'attaquant n'a jamais fait la frappe en fait. Donc c'est toujours des centres ou des passes qui auraient pu être dangereuses, mais qui ne l'ont pas été. Donc voilà, donc jusqu'au but, hormis après, on peut noter le changement de Badiachil par Maripane, du poste pour poste. Un autre changement peut-être un peu surprenant à la 80e. Oui, après là, j'ai plus trop en tête qui c'est qui restait sur le banc. Si je peux le regarder, il restait Matazo ou Jovetic quand même. On pouvait essayer de remettre encore un attaquant dans la surface, mais bon, voilà, je sais pas pourquoi vraiment on change Badiachil là aussi. Je sais qu'il avait eu des petits soucis physiques il y a 2 matchs de ça. Voilà, est-ce qu'il y avait quelque chose qui fatiguait ou qui préférait assurer, éviter qu'on prenne le 3e but en remettant Maripane peut-être. Ouais, encore une fois, un Badiachil qui est peut-être un des moins bons ce soir. On va y revenir après. Est-ce que c'était lié à ça? Je sais pas, parce que à la 80e comme ça pouvait paraître un petit peu surprenant. Et je propose qu'on en vienne tout de suite à la 90e minute où, alors, ça a peu d'incidence au final sur le match. Mais une action, encore une fois, qui part d'un côté du terrain, quasiment dans la surface de Monaco, avec une bonne occasion pour Lille. C'est Timothy Weah, le fils de l'ancienne légende de l'AS Monaco, qui a une bonne frappe qui est repoussée par Mannone. Bel arrêt, il faut le noter. Il va bien la chercher au sol, au point. Très bel arrêt. Bourak qui envoie ça oui, largement dessus. Largement au-dessus derrière, et puis dans la continuité, suivant le 6 mètres, Monaco qui va réussir à réduire l'écart de ce match, à peut-être se donner un tout petit peu d'espoir pour les arrêts de jeu, avec un petit but de Pietro Pellegrini. Ouais, du coup c'est Fabregas qui lance par-dessus toute la défense le ballon alors qu'il est au milieu de terrain. Et du coup il le met en cloche pour Pellegrini qui fait un très beau contrôle orienté, qui se la place bien et du coup qui fait une frappe du gauche qui m'a un peu surpris et qui va en frappe croisée dans le petit filet adverse. On a quelques instants plus qu'il aurait pu y avoir un hors-jeu ou un contrôle peut-être un peu haut proche de Lama, mais du coup non, ça va. L'arbitre a très rapidement validé le but du 2-1. Voilà. Bon, ça fait plaisir déjà qu'on revienne au score, ça évite de perdre 2-0 qui aurait été un peu moche comme score. Et il fait toujours plaisir que Pellegrini marque un but, ça lui redonne de la confiance et ça permet d'avoir nos attaquants qui gardent le moral. C'est toujours bon à prendre, on va dire. Ouais, si je dis pas de bêtises, c'est son premier finalement depuis le but qu'il a mis à Bordeaux il y a déjà 3 saisons. Oui, il me semble pas qu'il ait remis de but depuis. Ouais. Donc effectivement, alors il a joué très peu de matchs, donc je crois que si je lis bien, ça devait être son 13e match aujourd'hui pour Monaco et son 2e but, mais avec beaucoup d'espace entre ces matchs-là, quoi, du coup. Et ouais, un but plutôt propre, effectivement, un bel enchaînement de Pellegrini. Ça arrive trop tard malheureusement, mais à minima pour la confiance, et puis c'est con, mais peut-être pour le goal average aussi, ça pourra avoir son impact en fin de saison. Je dis ça, je voyais le classement. On est, par exemple, pour donner un exemple, aujourd'hui on a plus 6 de différence de but, là où Lille est à plus 15. C'est quand même une différence qui est très importante aujourd'hui, qui va pas être évidente à rattraper, et qui pourra compter quand même en fin de saison, vu à quel point c'est serré en championnat. Donc voilà, c'est toujours mieux d'avoir évité de prendre une danse, quitte à avoir perdu aujourd'hui. Ouais, on a la même attaque avec eux, et c'est surtout défensivement, parce qu'on a encaissé 2 fois plus de buts qu'eux. Donc voilà, c'est un peu notre problème, c'est qu'on donne un peu le bâton pour se faire battre trop régulièrement en offrant un peu des buts. Et c'est vrai que heureusement qu'offensivement on est très très bon, parce qu'on a vraiment tendance à encaisser régulièrement des buts. Et du coup, un match un petit peu frustrant, forcément décevant, mais un petit peu frustrant dans le sens où pour moi Monaco n'est pas complètement hors sujet pendant 50 minutes, jusqu'au premier but. Monaco est à peu près dans le match, fait jeu égal. Pour moi, c'est vraiment Lille est un tout petit peu plus dangereux sur quelques occasions, mais c'est toujours vraiment pas grand chose. Et puis le match bascule et Monaco n'arrive pas derrière à faire rebasculer le match dans le bon sens. Monaco n'a pas su réagir, elle est là vraiment plus la déception pour moi, mais c'est dommage parce qu'on était dedans jusqu'à ce moment-là. Ouais, pour moi la victoire lilloise est logique, ils ont été supérieurs, c'est eux qui ont le plus d'occasions, même si on fait un nombre de frappes assez
beaucoup plus dangereux. On n'a pas souvenir par exemple de Maignan qui fait de très beaux arrêts dans le match. Ouais. Là où par contre Mannone nous a fait quelques sorties. Donc non, la victoire est logique. 2-0 est assez sévère parce que comme tu dis, l'écart de niveau est pas aussi important que ça sur le terrain. Donc voilà, 2-1, c'est le score logique, hein, mine de rien. C'est deux équipes qui sont très bonnes offensivement. Et donc, du coup, voilà, on se retrouve. Pas sûr. C'est dommage, comme on l'a dit en intro, de perdre des points là contre un adversaire direct. Ouais. Ben ouais, c'est ça, c'est que on fait un petit point classement. Pas évident à lire en ce moment le classement parce qu'il y a pas mal d'équipes avec des matchs en retard. Nous, on enregistre en plus avant le match de Lyon de ce soir, donc Lyon qui ira à Metz. Peut-être le match sera déjà joué quand vous écoutez cette émission. À l'heure actuelle, on est à 5 points du PSG, 3 de Lille du coup, hein, qui a repris un peu de large par rapport à nous, et 2 sur l'OM, sachant que l'OM a 2 matchs en moins. Donc là, c'est un écart qui peut vite grandir avec ces 2 matchs, sachant qu'en plus on va au Vélodrome la semaine prochaine. J'ai envie de dire là, défaite interdite et presque victoire obligatoire à Marseille. Si on veut un peu rattraper les points qu'on a lâchés à Lyon et à Lille, oui, il faut au moins aller. Le nul, c'est sûr, déjà pour pas se faire distancer par l'OM. Mais en plus, pour rattraper un peu ce retard-là, il va falloir qu'on aille chercher les 3 points pour se faire du bien et être serein à l'intersaison. À l'intersaison. À la mi-saison plutôt. Voilà, parce qu'on a un Lyon qui pour l'instant est ex-aequo en attendant de voir ce qu'ils feront à Metz, Montpellier aussi ex-aequo avec nous, et puis un Lens 2 points derrière, mais avec un match en moins, et un Lens qui sera aussi la prochaine équipe. Le match contre l'OM, si je me rappelle bien. Ouais, le match en retard est contre l'OM, c'est vrai, donc il y aura un peu de neutralisation à cet endroit-là, et puis Lens qui sera l'équipe qui viendra au Louis II ensuite. Oui. Donc on parlait de cet enchaînement Lille-Marseille, mais c'est un enchaînement Lille-Marseille-Lens finalement, parce que Lens est aussi... Qui est très bon en ce moment, qui fait de bonnes prestations, qui a fait un très gros début de saison et qui a quand même réussi à tenir un peu la cadence, même s'ils ont un peu lâché des points. Ça reste une bonne équipe qui fait de bons résultats, assez surprenants depuis le début de la saison. Donc ce ne sera pas simple non plus d'aller gagner à domicile contre eux. C'est pas forcément l'équipe qu'on considère un concurrent direct, mais actuellement, en tout cas, ils sont dans la même zone de points que nous. En moyenne, ils sont même au-dessus de nous. Hein. Si on faisait le classement comme au basket, en prenant en compte la moyenne de points ou de victoires, ils seraient devant nous. Voilà, la bonne nouvelle éventuellement, c'est que peut-être il y a un Rennes qui est en train de sérieusement marquer le pas et qui est peut-être de moins en moins un concurrent pour nous. Donc voilà, mais il en reste quand même suffisamment. Donc ouais, il va pas falloir traîner dans les matchs qui viennent. On va passer aux prestats individuels et on va commencer par les classiques top et flop. On en avait donné 2, on s'en était noté entre nous 2 dans chaque catégorie. Je propose de commencer par le top de ton choix du coup. Je vais te laisser notre papy pour toi. Moi je vais prendre Fofana. Fofana que pourtant j'ai un peu plus critiqué sur le dernier match en disant qu'il était un peu moins bien. Sur ce match-là, j'ai trouvé qu'il était vraiment très très bon. Beaucoup de récupération, il allait chercher pas mal de ballons dans les pieds de l'adversaire, beau pressing. J'ai trouvé un peu de partout, donc vraiment très très bien physiquement aussi. Voilà, j'ai trouvé qu'il a fait une très très belle performance et sur ce match-là, il l'a pas déçu. J'étais un peu plus déçu de son compère qu'on a beaucoup moins vu, Tchouaméni. On parlera tout à l'heure dans les prestats individuels. Mais voilà, pour moi, oui, Fofana a tenu son rôle au milieu de terrain en tout cas. Et du coup, moi je vais enchaîner sur mon top qui sera plutôt Vito Mannone, le goal italien qui a quand même fait une plutôt belle prestation. Il y a 2-3 vraiment vrais beaux arrêts, que ce soit sur la frappe de Bamba, le coup franc de Bourak ou l'occasion de Weah en fin de match. Il n'est pas vraiment incriminé pour moi sur les buts. Je trouve qu'il se couche un peu vite sur le but de David. C'est quelque chose que j'avais déjà noté face au PSG notamment. Sur le but d'Mbappé. Oui. Sur le premier but d'Mbappé, il est vite au sol. Alors, est-ce que ça changerait grand-chose ? Je ne sais pas. Hein, c'est vraiment des face-à-face. Mais c'est plus que c'est un petit peu particulier, quoi, sa façon. Il se couche plus vite qu'un boxeur corrompu, hein, comme dirait l'autre. Voilà, par rapport à des gardiens un peu plus modernes, comme des Neuer ou quoi, qui restent debout plus longtemps, occupent plus l'espace. Voilà, lui, il ouvre un petit peu. Voilà, à côté de ça, il était quand même plutôt bien dans son match. Il a moins fait aussi peut-être d'erreurs au pied que ce qu'on avait pu voir avant. Donc peut-être que lui aussi, il commence à trouver ses marques dans cette équipe. Alors, il va bientôt devoir relaisser la place, hein, je pense. Je ne sais pas exactement quand Lecomte est censé revenir. C'était long, je crois que c'est en 2021 qu'il revient. Ah ouais, ok. Il me semblait avoir entendu parler de 6 semaines.
Il me semblait que c'était 6 semaines, donc toi, ça doit aller encore en quelques semaines là. On remarque qu'on est début du mois, donc non, c'est vrai que peut-être que fin d'année il va revenir. Après, c'est une blessure à la main, donc je sais pas comment après, même quand il va reprendre les entraînements et tout, je sais pas sous combien de temps il peut revenir après pour prétendre à vraiment être titulaire sans souci, quoi. Ouais, absolument. Pour un gardien, on le dira jamais assez. C'est quand même assez important, même si Subasic a prouvé le contraire pendant plusieurs saisons. On va passer au flop et pareil, je te propose, on en a noté 2. Est-ce que tu en as un que tu préfères? Ouais, moi, je vais nommer Badiachil, même s'il n'est pas incriminé directement sur les buts. Le premier, c'est pour une position d'enjeu qui couvre quand même. Mais il fait pas d'erreur directe, je veux dire, sur les buts. Mais par contre, qu'est-ce qu'il a fait comme mauvaise passe et comme situation dangereuse qu'il a donné à l'adversaire sur ce match, c'est impressionnant. Et pourtant, il fait un bon match à côté de ça, parce qu'il fait de bonnes récupérations, de bonnes interceptions, il défend bien sur les joueurs. Mais par moments, sur des simples passes, il met en danger l'équipe en faisant des relances dans l'axe très douteuses, en faisant une passe au gardien qui l'oblige à sortir très très loin de ses cages. Il a par plusieurs moments permis aux Lillois d'inscrire ce premier but et en plus, sur le premier but, il couvre leur jeu de Jonathan David. Donc pour moi, voilà, c'est lui que je pointe du doigt sur ce match-là en disant que ça a été notre point faible. Ouais, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On lui compte pas dans le pari qu'on avait fait sur le nombre d'erreurs qu'il ferait cette saison, qui amènerait à des buts. Ce serait un peu sévère de la compter comme une erreur aujourd'hui, celle-ci? Non, couvrir un hors-jeu, pour moi, c'est pas une erreur directe, quoi. Pour moi, c'est plus les mauvaises passes qu'il a fait qui auraient amené à un but. Là, ça aurait été une faute directe. Il en a fait de mémoire, j'en ai noté 3 belles où c'est vraiment très très dangereux ce qu'il fait. Heureusement pour lui, il n'y a pas eu but. Mais non, là, sur ce match-là, on ne peut pas lui incriminer directement le but pour une position d'enjeu. Et moi, du coup, je vais ajouter un deuxième flop, c'est Wissam Ben Yedder, qu'on n'a pas vu quasiment. Tu as parlé d'une frappe dans un angle fermé. Il est en difficulté. Alors, Covid, pas Covid, je sais pas. Mine de rien, ça rejoint quand même des prestations qu'on a pu voir avant le Covid aussi, qui n'étaient pas toujours très bonnes. On a plus des matchs moyens que des bons matchs cette année, je pense, si on fait le compte. Donc, pas rassurant du tout. Je sais pas si toi, t'es inquiet sur Ben Yedder ou tu n'as pas trop de soucis sur le fait qu'il va revenir, il va retrouver son niveau. Mais moi, je trouve que ça commence quand même. Je le trouve moins bon que l'an dernier quand même. Et c'est dommage, hein, vu toutes les attentes qu'on peut avoir dans ce joueur. Heureusement, l'équipe à côté tourne mieux, mais il nous manque un petit peu le Ben Yedder de l'an dernier. Non, moi, en avant-match, quand j'en ai parlé personnellement du coup de Ben Yedder, je disais que justement que je souhaitais qu'il marque un but dans le jeu enfin, et qu'il doit en avoir faim, parce que ça fait très longtemps qu'il n'en a pas marqué. Et là, je viens de regarder justement, ça a fait 9e match de suite qu'il n'a pas mis un but dans le jeu. C'est quand il a mis son doublé contre Strasbourg. Depuis, du coup, ces 3 buts, oui, mais c'est 3 buts sur penalty. Même s'il y a un but qu'il a plus ou moins marqué, parce qu'avant son penalty, du coup, il met un but qui est un peu injustement refusé. Mais voilà, il met plus de buts dans le jeu, donc il est plus dangereux. Ce qui est bien triste pour un attaquant de son niveau qui, normalement, quasiment un match sur 2, mettait des buts la saison dernière. Donc, en effet, oui, je le trouve beaucoup moins dangereux, même si dans le jeu, justement, il est très bon, parce qu'il joue très bien, du coup, avec Voland et avec nos ailiers. Il est souvent passeur, où il fait de bonnes passes qui permettent de mettre en situation des attaquants. Mais à la finition, je sais pas, il soit mal positionné parce que physiquement, il était un peu court à cause du Covid, ou il manque de lucidité après quand il a ses ballons pour faire des bonnes frappes. Mais c'est vrai que ça commence à devenir un peu inquiétant de ne pas le voir marquer dans le jeu, alors que c'est lui, notre attaquant phare, et que derrière, c'est beaucoup moins bon quand même. On a Voland qui nous a montré qu'il était un très bon finisseur, mais après, Pellegrini, Jovetic, ça fait un moment qu'ils n'ont pas fait de très grosses performances. Et du coup, on va finir un petit peu le tour des prestats individuels. On peut remonter un petit peu. Alors, on a fait Mannone, on a fait Badiachil. Disasi, match peut-être un peu plus discret que d'habitude, mais je dirais pas non plus incriminé sur les buts. Non plus. Après, il est dans le lot de tous ceux qui sont agglutinés autour d'Ikoné pour le premier but, et du coup, à pas voir que du coup, ça crée des espaces sur les côtés et éviter du coup d'ouvrir comme ça. Mais bon, sinon dans le match, très très bonne première mi-temps où voilà, de même façon avec Badiachil, ils sont très solides et ils bloquent bien les attaques lilloises, ce qui fait que aussi on a 0-0 à la mi-temps.
un peu plus difficile sur la seconde, mais voilà, pas d'erreur vraiment à noter de sa part. Il fait un match correct, on va dire. Et un Guillard qui était peut-être aussi un petit peu plus discret aujourd'hui offensivement à droite. Ouais, je pense que c'était aussi une consigne peut-être de pas trop se livrer parce que du coup ça pourrait aller vite derrière avec Bamba qui est très rapide comme attaquant. Donc c'était potentiellement une demande de la part de Kovac de ne pas trop se livrer, de ne pas monter trop haut. C'est vrai qu'on a vu beaucoup moins de jeux sur les ailes que sur les précédents matchs. Je trouve que même Diop et Gelson étaient beaucoup plus recentrés sur le terrain que écartés sur les ailes, comme on a pu le voir sur certains matchs. Ouais, Caillot, pareil, on l'a dit, on l'a très peu vu. Ballo Touré, ça n'a pas été beaucoup mieux. Voilà, on n'a pas forcément pu. C'était un point, je crois que c'était contre Nîmes, que Ron notamment avait fait le point sur les latéraux, dont il était très content. Bon, aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas pu animer correctement ses côtés. Gelson et Diop, effectivement, pareil. Je fais un peu un tir groupé là sur tous ces joueurs-là, mais je sais pas s'il y a d'autres choses qui méritent d'être dites. Joueur peut inspirer, peut trouver peut-être aussi, mais il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent de leur part aujourd'hui. Non, ils ont été bons dans la construction, dans le relais, dans la conservation de ballon aussi par moment, mais du coup, c'est vrai qu'offensivement, on les a peu vus. Je ne peux pas trop souvenir de voir Gelson faire une frappe sur ce match. Diop, oui, mais voilà, c'est très peu. Je pense qu'il n'a pas fait de frappe, Gelson. Donc pour des ailiers assez offensifs, c'est un peu dommage de ne pas arriver à se procurer un peu plus d'occasions que ça. Après, c'est pas un mauvais match comme a pu nous faire Gelson sur le début de saison où il était vraiment à pointer du doigt, où voilà, sa position sur le terrain, déjà de ce côté-ci du terrain on se posait vraiment la question pourquoi il était titulaire et de ce côté-ci en plus parce qu'il apportait pas grand-chose. Beaucoup mieux depuis quelques matchs, qu'il a pris la pleine mesure à mon avis de son nouveau rôle et de sa position. Mais voilà, très peu de situations où il a pu être dangereux quand même. Et t'en parlais aussi tout à l'heure rapidement, Tchouaméni plus décevant aujourd'hui, notamment par rapport à son compère dont on a déjà parlé, Fofana. Ouais, beaucoup plus effacé, on l'a beaucoup moins vu. Il a joué bas sur le terrain pour du coup faire la récupération de l'interception, mais j'ai plus vu Fofana dans ce rôle-là. J'ai bien cru qu'il allait prendre son fameux carton jaune qu'il le suspend. Parce qu'il lui reste encore pas mal de matchs avant que ces 10 matchs de sursis passent. Donc du coup, on n'est toujours pas à l'abri du coup qu'il se fasse suspendre. Parce que du coup, il fait un tacle, même s'il prend bien le ballon, c'est un joli tacle, mais bon, voilà, il y a un peu trop d'engagement et c'est par derrière. Heureusement, du coup, il n'a pas pris son carton jaune. Mais hormis cette situation où on l'a vraiment vu sur le reste du match, je trouve qu'on ne l'a pas vu, à part quelques pertes de ou des passes un peu mauvaises. C'est pas un bon match, alors que je trouvais justement qu'il était très constant sur les matchs précédents, était très bon, là un peu en dessous. On a du mal à avoir un peu les deux bons en même temps, j'ai l'impression. Fofana et Tchouaméni, il y en a toujours un qui est un petit peu en dedans par rapport à l'autre. C'est dommage, je pense que le jour où on arrivera à aligner les deux avec des bonnes paires, ça peut vraiment faire la diff. Et du coup, dernier titulaire, Kevin Folland, à l'image des autres joueurs offensifs, un petit peu en dedans, pas vraiment de réussite, pas vraiment d'occasion. Il a du mal à peser sur la défense lilloise aujourd'hui. Ouais, bon, après, c'est Monsieur Louis II. C'est toutes ses performances, toutes ses stats ont été faites au Louis II. Il y a des joueurs comme ça. Un peu plus de mal à l'extérieur. Non, après, je trouvais en tout cas plus près des performances qu'il a fait sur les derniers matchs que sur les premiers matchs où il était très lent et qu'il avait du mal, qu'on a l'impression que physiquement il n'était pas du tout dedans, qu'il a un peu du mal à situer aussi son rôle dans l'équipe, savoir s'il était mi-offensif, s'il était second attaquant ou aux côtés de Ben Yedder. Je trouve qu'il est bien dans cette équipe, il s'intègre bien. Après, comme pour Gelson et un peu comme Ben Yedder, tu l'as dit, très peu de ballons qui lui ont été donnés dans la zone d'action pour qu'il puisse faire quelque chose. Donc, ça va être compliqué. De toute façon, c'est le genre de match où il y a très peu de ballons pour l'attaquant, qu'il faut qu'il optimise au maximum le peu qu'il a, et là, ça n'a pas été le cas. Et du coup, les remplaçants, on les a déjà presque tous un petit peu évoqués. Peut-être celui dont on n'a pas parlé serait Jebels, que moi, j'ai pas vu beaucoup. Il a pas l'air vraiment à l'aise, j'ai l'impression, sur un côté depuis plusieurs matchs. Alors, c'est toujours... Il n'a pas beaucoup de continuité dans les matchs qu'il joue finalement, mais je le sens pas très à l'aise.
Non, le seul match où on l'a vu vraiment à son avantage, c'est quand il met son but et il joue attaquant de pointe. Contre Nantes. Ouais, contre Nantes, exactement. Et je pense que c'est vraiment là où il est le meilleur, parce que même sur l'aile, on en parlait déjà il y a quelques temps, on trouve qu'il n'a pas la vitesse qui me donnait l'impression d'avoir il y a quelques temps. Alors, je ne sais pas s'il l'a perdu ou pas. J'ai l'impression qu'il était beaucoup plus rapide que ça, qu'il débordait beaucoup plus. Et là, je trouve qu'il est plus aussi vif que ça pouvait être le cas avant. Donc non, je trouve que le rôle d'ailier lui va pas très bien, quoi. Du coup, sur ce match-là, à part la passe qu'il fait à un moment donné à Pellegrini, qui aurait pu permettre d'avoir une belle occasion, quoi. C'est le seul moment où il s'est un peu mis en évidence. Sinon, non, c'est plus été sur des pertes de balles sur le côté où j'ai pu noter, mais c'est tout. Pas une belle entrée. Ouais, il pâtit sûrement du fait qu'on a beaucoup plus d'attaquants que d'ailiers finalement dans l'effectif, Oui. En tout cas à dispo aujourd'hui, puisque Golovin est blessé, Henry n'est pas du tout dans les plans. Du coup, Si on pose la question Henry, pourquoi alors qu'on a un ailier, du coup il n'est pas là. il n'y a quasiment pas d'autres solutions. Ballo-Touré a fait un dépannage la semaine dernière. Oui. Folland l'a fait dans sa carrière, mais ça n'a pas du tout l'air d'être dans les plans à Monaco pour le moment. Donc, c'est un peu Jebel qui s'y colle, malheureusement, sachant qu'il y a déjà Pellegrini et voire Jovetic pour dépanner plus sur des positions axiales. Et puis, Maripane, il n'y a pas grand-chose à dire. Il est rentré, il a fait un peu du Badiachil, j'ai trouvé. Il y a aussi à un moment donné une perte de balle. Du même acabit, donc voilà, pas facile sûrement pour lui aussi de rentrer comme ça. Il joue très très peu cette saison malheureusement pour lui, donc voilà, on verra s'il y avait un petit souci ou pas sur Badiachil, mais il n'aura pas forcément marqué des points, on va dire, le Chilien aujourd'hui. Non. Voilà, du coup, on a fait le tour à peu près. Je sais pas si tu as d'autres choses à ajouter sur ce match, Patrice. Non, du coup, qu'on a perdu le premier gros choc qu'on avait là sur les deux matchs, maintenant, comme on l'a dit, il va falloir aller du coup, chercher les 3 points qu'il faut au match au Vélodrome. Donc, c'est jamais simple, mais bon, c'est pas la première fois qu'on fait un exploit là-bas. Marseille tourne très très bien, fait de très bons résultats en championnat, alors que ils sont beaucoup décriés dans le jeu et sur ce qu'ils proposent, et que ça paraît très souvent chanceux leur victoire. Donc on va voir. Du coup, s'ils fassent une équipe un peu plus solide que Monaco est, si du coup il y a possibilité d'aller chercher des points là-bas chez eux. Parce que pour le coup, ils ont la série de 5 victoires consécutives actuellement là, donc il va falloir viser absolument de mettre fin à cette série. Il faut impérativement ramener quelque chose, et si possible, encore une fois, la victoire serait pas de trop, parce que même un nul, ça peut commencer à nous pénaliser un petit peu dans cette course, au moins à la Ligue des Champions, on va dire. Tous ceux qui ont pensé au titre cette semaine sont peut-être redescendus un petit peu sur terre ce week-end entre la victoire du PSG et la défaite de Monaco. Et voilà, Patrice, il ne me reste plus qu'à te remercier. Je vais annoncer les prochains rendez-vous. Donc lundi soir, on aura un nouvel épisode. Vous commencez à prendre l'habitude de notre émission Le Mur des Légendes. Cette semaine, elle sera consacrée à Marcelo Gallardo. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore vu le concept, l'idée c'est de voir un joueur, de passer en revue sa carrière et de l'évaluer un petit peu pour voir si oui ou non il mérite sa place sur le mur des légendes. Tous ceux qui ont une émission ne finiront pas forcément sur le mur. Donc rendez-vous lundi pour Gallardo pour voir si lui il y est. Et puis ensuite, le match contre l'OM, c'est samedi 17h, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, on essaiera de le faire en live après le match. Si c'est pas possible, on vous le mettra à dispo un petit peu plus tard sur YouTube. Et puis voilà, restez à l'écoute pour d'autres éventuels. On réfléchit toujours à d'autres potentielles émissions. Pour l'instant, il n'y a rien d'acté, mais on va voir si on peut proposer d'autres choses. Donc voilà, Patrice, merci beaucoup. Merci à toi. Je te dis à bientôt tout le monde. D'ici là, portez-vous bien et daguemonez-vous. Et bisous.